Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi matin. Je suis Vincent, animateur chez MyFuture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma petite tête. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un live métier où on va découvrir un métier qui est le métier de designer. Cette personne va nous expliquer un petit peu son quotidien, nous expliquer comment il est arrivé à ce métier-là. Et on aura peut-être plein de questions à lui poser. Et c'est pour ça qu'on a un chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et moi, je ferai la passerelle. Je relayerai vos questions directement à Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour Vincent, Comment vas-tu? je vais très bien et toi? Bah super, bah moi aussi je vais très bien, Tu n'as pas malgré... une si petite tête, tu disais. Tu Ah disais bon? tout à l'heure, non, je trouve pas. Ouais, c'est peut-être parce que je zoome, je m'approche de l'écran. Bah écoute, moi aussi ça va, malgré la météo qui est un peu capricieuse ce matin. Mais bon, on va discuter de choses joyeuses. Alors, tu es designer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est déjà comme métier, en quelques mots? Alors, il y a une définition par laquelle je pourrais commencer et qui va pas forcément éclaircir mon métier auprès des auditeurs. Mais bon, un designer, c'est celui qui raconte à travers des objets, parfois des vêtements, parfois des espaces, des histoires liées à des formes et des usages. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément répondu avec clarté à la question. C'est Je poétique. peux, je peux le dire différemment. Euh, c'est un métier qui consiste à créer des choses qui a priori n'existent pas encore, ou en tout cas pas tout à fait sous cette forme, euh, et qui peuvent être des voitures, qui peuvent être des vêtements, qui peuvent être des espaces, qui peuvent être des objets, des meubles, des canapés, des luminaires, etc. Euh, dans tous les cas de figure, il est question de quelqu'un qui va les transformer, qui va réaliser ces objets, donc qui va être un industriel, un artisan, un fabricant. Hein. Un industriel quand il s'agit d'automobile, évidemment, un artisan ou un industriel quand il s'agit de luminaires ou de meubles, et qui va ensuite les commercialiser et faire en sorte que des clients puissent les utiliser. Et donc, il y a au début quelqu'un qui conçoit ces objets, ces produits, donc qui les dessine, qui fait des maquettes, qui travaille sur un ordinateur pour générer des fichiers 3D et des images 3D, qui ensuite cherche à convaincre le dirigeant de l'entreprise qui va fabriquer le produit. euh, et après, il y a dans le processus soit des concessions automobiles qui présentent les produits, les automobiles, soit des magasins qui présentent les vêtements, soit des magasins ou des sites internet qui présentent les objets, les meubles ou les luminaires. Et moi, je suis plutôt dans cette dernière catégorie. Je ne dessine pas de voiture, je ne D'accord. dessine pas de vêtements, mais je dessine plutôt des objets, des meubles liés à l'environnement quotidien, c'est-à-dire aux maisons et aux appartements, aux bureaux, aux espaces. D'accord. Ok, bon, on voit un peu plus clair déjà par rapport à ce mot. Et souvent, on associe le design euh, à l'esthétique, à la création esthétique d'un objet. Est-ce que c'est uniquement l'esthétisme d'un objet, la vision qu'on a de l'objet et on va le voir d'une telle manière, ou est-ce qu'il y a un aspect technique aussi, le côté utile de l'objet? Alors, c'est ce que j'ai évoqué par ma première définition qui était peut-être un peu hermétique. Ah oui, c'est vrai. Euh, J'avais oublié la première définition. j'ai, euh, comme dans tous les métiers, il est question de raconter des histoires. Que l'on soit homme politique, c'est d'actualité, que l'on soit avocat, que l'on soit médecin, on raconte des histoires. Et un designer n'échappe pas à la règle, comme un architecte, comme tous les métiers liés aussi à la création, nous racontons des histoires. Et je raconte des histoires à travers ce que j'ai dit, des formes et des usages, c'est-à-dire les formes, c'est exactement ce que tu évoquais, hein, ça peut être de la sculpture, hein, mais l'objet sculpture doit pouvoir être utilisé, en tout cas a une fonction qui doit être respectée. Et je vais parler d'usage. Euh, D'accord. pour, simplifier un objet et la grille de lecture d'un objet, ça peut être un peu celle que là je vais décrire. Quand toi ou n'importe qui découvre un nouvel objet, alors ça peut être
sur un catalogue, ça peut être sur un site internet, ça peut être aussi en vrai dans un magasin. Là, comme je dessine des meubles, ça peut être un magasin de meubles ou de luminaires. La première étape de découverte d'un objet, c'est généralement l'effet waouh. C'est je n'ai encore jamais vu cet objet, je n'ai encore jamais vu cette forme, elle me plaît, j'ai envie d'en savoir plus. Ça, c'est la petite fraction de seconde d'émotion. C'est la forme. Et donc, on découvre généralement un nouveau produit par la forme. Ensuite, dans la fraction de seconde qui suit, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette forme? Est-ce que je peux me l'approprier d'une certaine façon? Et là, tout de suite, on raisonne usage, fonction. On se dit, bah, ah oui, cette lampe, elle est géniale parce que non seulement elle est belle, elle a créé une émotion, mais en plus, elle éclaire bien. Je vais pouvoir la mettre derrière mon canapé, pouvoir lire avec, ou elle va éclairer mon bureau, ou elle va éclairer mon salon ou ma salle à manger. On peut dire la même chose d'un siège, oh, qu'il est confortable, et que je vais avoir du plaisir à passer une soirée avec mon amoureuse levée dans ce fauteuil ou ce canapé. Ça, c'est ensuite la fonction. C'est par là que l'on s'approprie l'objet. Il faut d'abord qu'il y ait l'effet waouh, on s'y intéresse, et ensuite on se dit, ah, à quoi il sert, et est-ce qu'il va me servir à quelque chose, comment je peux me l'approprier. Et une fois qu'on l'a acheté, qu'on se l'est approprié, ben, on reçoit des amis, son amoureuse, ses parents, et on leur raconte l'histoire de la première émotion, ou l'histoire de dire, bah, c'est Fabrice Berux qui l'a dessiné, tu sais, c'est un designer qui a fait ça et ça, ou ça me fait penser, tu sais, la forme en bois qui supporte la lampe, c'est un bois que tu connais puisqu'on est allé dans tel... Et là, on raconte l'histoire qui a permis de l'appropriation. C'est de la poésie, ton métier est de la poésie en fait. Et Non. on va justement chercher à comprendre un petit peu ce que tu fais au quotidien avec un peu plus de détails sur tes différents aspects de ton métier, parce qu'on voit déjà que tu travailles sur 2 aspects, l'aspect visuel et l'aspect utile, entre guillemets. Maintenant, je vais te laisser nous présenter 4 points sur ton métier. Oui. Ça m'amuserait de commencer par le 4e pour prouver si tu veux. je sais. Non, on va commencer par le premier. On travaille dans l'ordre. Je sais être carré. Dessiner des produits, c'est-à-dire que c'est ce que je viens de décrire. J'ai peu de clients, j'ai peu d'entreprises avec lesquelles je travaille, mais ce sont des entreprises avec lesquelles j'ai noué une relation très étroite. Ce sont généralement des entreprises qui sont familiales, à des niveaux très différents. Et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais je pense que le fait que ce soit des entreprises familiales montre à quel point j'ai besoin de nouer des relations, je dirais quasi affectives, fraternelles, avec les gens qui dirigent l'entreprise. Et ce n'est pas la même chose de travailler avec une entreprise familiale ou une entreprise dirigée par des fonds de pension. Parmi les entreprises avec lesquelles je travaille, il y en a une qui est très connue, qui fait de la publicité en ce moment à la télévision, et on peut y voir mes produits, qui s'appelle Roche-Beaubois. Roche-Beaubois, c'est une société française, familiale. Il y a 2 familles qui ont créé cette société. Alors, la famille Roche, oui, mais la famille Beaubois n'existe pas. L'autre famille s'appelle Chouchan. Et on ne le sait pas, mais c'est un des leaders mondiaux de la distribution de meubles haut de gamme. Ils sont présents dans je crois que c'est une 50aine de pays, et dans environ entre 250 et 300 magasins, généralement de grandes dimensions. Et c'est une enseigne, une marque plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme dans certains pays. C'est un de mes clients principaux, et je dessine pour eux 2 collections par an. Ils ont la particularité d'inciter ou d'obliger contractuellement les 250 ou 260 propriétaires de magasins à venir pendant 2 ou 3 jours découvrir tous les 6 mois des nouveaux produits. Et d'ailleurs, ça a commencé hier et ça dure 3 semaines. J'y ai un certain nombre de nouveaux produits qui sont présentés. Et à la fin de ce qui est appelé un congrès, les fabricants fabriquent les produits qui ont été commandés et livrent aux 4 coins du monde ces nouveaux produits qui sont ensuite présentés dans les magasins Roche-Beaubois. Donc,
Roche-Beaubois a la particularité, par rapport à tous ses autres concurrents, d'être quasiment dans la logique de la mode, c'est-à-dire au lieu de ne concevoir qu'une seule gamme de produits par an, elle est à un rythme de 2 collections par an. Et là, pour être très précis, j'y présente des tables basses, une table de repas et un élément de bibliothèque qui peut être décliné dans différentes tailles, différentes couleurs. Ça, c'est donc Roche-Beaubois. Parmi mes autres clients, il y a une société qui s'appelle 10h10, comme l'heure. Comme son nom l'indique, elle fait de luminaires, et exclusivement des luminaires. Et le lien qui me lie à cette entreprise, c'est que c'est moi qui l'ai créé. Ah, J'ai fait il y a très longtemps des études. Au cours de ces études, j'ai rencontré 2 copains. On a créé une entreprise et qui est devenue petit à petit une entreprise spécialisée dans l'éclairage que j'ai revendue il y a maintenant, je crois, une vingtaine d'années à un groupe industriel nantais. Et aujourd'hui, par exemple, quasiment 100% du catalogue de luminaires de cette entreprise est constitué de produits que j'ai dessinés. Donc, quand je vais à l'atelier de production à 40 km au sud de Nantes, et j'y vais plusieurs fois par mois, j'y découvre dans cet atelier une vingtaine de personnes qui fabriquent exclusivement mes luminaires. Et donc, ça fait des années que je suis avec cette entreprise dans un work in progress, c'est-à-dire un travail permanent, continu, avec de nouvelles collections de luminaires qui se font qui évoluent à chacune de mes visites et qui s'appuient sur un outil de production qui est semi-artisanal, semi-industriel. C'est donc mon deuxième client. Et puis ensuite, évidemment que Roche-Beaubois, c'est une société familiale, je l'ai évoqué tout à l'heure. 10h10, c'est évidemment une société familiale. Et quand je l'ai vendu à une famille. Et j'ai également comme client depuis maintenant 5 ans, et c'est parti d'un défi. Je me suis levé le matin en me disant Fabrice, tu ne peux pas être un vrai designer si tu n'as pas comme client une entreprise italienne. Alors, pour vous expliquer, l'Italie est le pays du design de mobilier et de luminaires. C'est une fois par an, mi-avril, c'est la grande réunion de l'ensemble de la profession design mobilier. C'est à Milan, c'est le plus grand salon de présentation de mobilier. Il y a des centaines d'exposants du monde entier, avec notamment la participation très puissante du design italien et des entreprises italiennes qui sont des leaders dans le monde, dans ce domaine. Et il y a, en plus de cette présentation dans une foire qui est gigantesque, toute la ville de Milan, qui est quand même une ville importante, vit au rythme du design. Il y a des centaines de lieux qui sont des lieux d'exposition pour des marques plus ou moins célèbres, plus ou moins importantes, qui présentent toute la journée et le soir, généralement très tard, leurs produits. Donc, c'est une semaine de fêtes, et de fêtes évidemment commerciales. Et donc, pour en revenir à l'Italie et à ma réflexion un matin, je me suis dit, tu ne peux pas être un bon designer si tu ne travailles pas avec une entreprise italienne qui est le pays du design. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était de la deuxième génération. C'est son papa qui avait créé l'entreprise. Et l'entreprise s'appelle Bonaldo. Ils sont situés entre Venise et Padoue, en Italie, dans la partie nord de l'Italie, qui est une partie très industrielle, très, très active et très dynamique. Et ils fabriquent des lits, des canapés, des tables, des chaises et toutes sortes de mobilier. Et depuis 4 ou 5 ans, je dessine, on va dire 4 ou 5 nouvelles collections de produits pour eux. Et j'y étais lundi dernier. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. C'était un feu d'artifice parce que je n'ai jamais vu autant de nouveaux produits sous la forme de maquettes, de prototypes. Tu étais comme un enfant et tu découvrais c'était Noël. Tout plein d'objets. C'était Noël, vraiment. Et je travaille également avec une entreprise française qui s'appelle Ego Paris, et comme son nom l'indique, est située dans le Beaujolais, près de Lyon.
Rien à voir. et qui n'a rien à voir, mais qui considère que l'exportation est absolument indispensable pour eux. Et pour arriver à exister dans de bonnes conditions à l'étranger, il vaut mieux associer son nom à Paris C'est vrai, qu'à Lyon ou Neuville, hein. c'est Et, sûr. et je dessine pour eux du mobilier outdoor, du mobilier extérieur. Et là aussi, c'est une société familiale qui était à l'époque créée par 3 frères. Ils sont maintenant plus que 2 à poursuivre l'aventure. Mais là aussi, un lien très, très étroit et je dirais et pérenne. Donc, pour le petit point 1, dessiner des produits, c'est pas mon quotidien, mais presque. C'est-à-dire que j'ai en permanence comment dire, cette nécessité, mais pas une nécessité financière ou économique, hein, une nécessité intérieure. J'ai besoin, envie, et j'ai des carnets que je remplis en permanence avec des petits dessins, qui, je vis vraiment en permanence avec l'idée que il y a un certain nombre de nouveaux produits à concevoir pour, en partie, les clients que je viens de citer. Pour comprendre mon mode de fonctionnement, ça ne se voit pas là, mais même si je modifie l'angle, j'ai au-dessus de ma tête une quinzaine de dossiers ouverts. Il y a un dossier table de repas pied central, il y a un dossier canapé d'angle, il y a un dossier table basse gigogne, il y a un dossier lumière déportée. Voilà. Et ma journée se déroule parfois avec aucun moment lié au dessin, hein, parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres activités. Mais je scanne en permanence tout ce que je vois, je suis attentif et relativement curieux à mon environnement. Et dès que je vois quelque chose qui peut rentrer dans un des dossiers, je le mets là, dans le rouge, dans le bleu, dans le truc. En fait, Et tu t'arrêtes jamais, tu as tout le temps ton cerveau qui travaille en créativité, aller chercher des infos. C'est un métier où en fait, tu es tout le temps dedans, je pense que tous les métiers que l'on fait avec passion, c'est pareil. c'est sûr. Réellement, tous. Que l'on soit skieur professionnel, avocat, médecin ou journaliste, on le fait toujours, si on le fait avec passion, on le fait avec cette présence permanente de certains objectifs. Et donc, Mais c'est vrai que toi, tu as pas un métier où, où tu te dis: «OK, ce matin, je fais telle chose et j'ai fini ma tâche le soir». Toi, tu as un métier créatif où, un jour, tu peux avoir énormément d'inspiration par rapport à ce que tu vois autour de toi et ça te donne des idées, d'un coup et peut-être qu'un jour, tu as du mal aussi et tu as pas forcément d'inspiration et tu vas peut-être rien sortir. Est-ce que ça se ressent ce quotidien-là? oui, mais le fait d'être en permanence en éveil et le fait, parfois, mais c'est quand même comme ça que je fonctionne. Quand j'ai un rendez-vous avec un client, il faut que je termine les 5, 10, 15 projets avant le rendez-vous, pas après. C'est ce que Donc, j'allais dire, tu as beaucoup de clients du coup et tu as beaucoup de choses à donc, faire en même temps. l'inspiration, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Je me dois de l'avoir et je me dois d'être en permanence, c'est ce que je disais, en éveil, pour que toutes ces informations se cristallisent et me permettent de donner forme à un certain nombre de projets dans les temps. Et il y a une règle qui consiste qui dit, je crois que c'est un monsieur qui a travaillé sur le travail, qui s'appelle Parkinson, qui n'a rien à voir avec la maladie, et qui dit que plus on a de temps pour faire un travail, plus on prend de temps pour le faire. Et dans le domaine créatif, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, c'est ce qui fait que je suis parfois en retard pour des rendez-vous professionnels, c'est que jusqu'au dernier moment, je suis capable de modifier les choses, de les faire évoluer pour la présentation. Et donc, l'inspiration, c'est à la fois une disponibilité d'esprit, donc c'est un mode de fonctionnement qui est là lié à une passion, mais c'est aussi un travail. C'est-à-dire que certains jours, je me dis à la fin de la journée, puisque tu as rendez-vous le lendemain, il faut que tu aies réussi à finaliser tel ou tel ou tel projet. Eh oui.
Et généralement, Donc, tu as j'y quand arrive. même des limites de Ben oui. temps à respecter. Deuxième point, directeur artistique. Qu'est-ce que c'est? Photo, catalogue, stand. Est-ce que c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec, par exemple, Milan? Alors, euh, déjà, le plaisir que j'ai, j'aime la diversité et j'aime les différents rythmes, les différentes temporalités. Euh, ces 4 activités sont complémentaires parce que j'ai décidé qu'elles l'étaient. Et ces 4 facettes de mon métier parce que j'aime changer, j'aime le changement, j'aime que chaque jour soit différent de la veille et que je puisse me projeter dans des journées qui vont me surprendre. Et, et donc, si je ne faisais que dessiner des produits, je pense que je finirais par manquer d'inspiration et tourner en rond, en tout cas, ne pas avoir, ne pas être suffisamment rempli de diversité. Le deuxième métier que je fais, c'est directeur artistique. Alors, il s'exerce pour 2 entreprises qui sont les entreprises nantaises. C'est mon ancienne entreprise 10h10 et la petite sœur qui appartient au même groupe nantais qui s'appelle Atelier Sodap et qui fabrique des produits en plâtre. Et pour D'accord. ces 2 entreprises, mon rôle de directeur artistique consiste à euh, 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 donner une direction, on peut dire là aussi raconter une histoire d'entreprise pour les clients. Et l'histoire d'entreprise, elle passe par des objets, des produits. Donc, on revient au point 1. Je dessine pour ces 2 entreprises des produits. Ensuite, je gère les prises de vue et les photos. Alors, quand je dessine des luminaires, il y a 2 types de prises de vue. Il y a des prises de vue dans un cyclo, c'est-à-dire dans un studio photo, hein, avec un espace qui est totalement dépouillé, un peu comme ton appartement et ton mur Je complètement suis blanc. justement dans un studio pour faire des photos de luminaires. Là, je suis dans un studio, là, il y a un peu de bordel. Euh, et c'est destiné à faire des photos qui peuvent être utilisées pour le site, pour des catalogues et pour des parutions dans la presse. Et puis en parallèle, on fait des photos dans des intérieurs pour montrer l'échelle du produit, pour montrer quel plaisir il y a à avoir dans son intérieur ce luminaire, pour se rendre compte dans un espace fermé de la qualité de l'éclairage, par exemple. Et donc, il y a des prises de vue en studio, on appelle un cyclo, et puis des prises de vue dans des espaces. Il y a même une troisième façon de faire des photos pour des catalogues quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas le lieu pour faire des photos. Il nous arrive d'utiliser des espaces déjà photographiés qui nous plaisent et d'insérer les photos détourées que l'on a faites dans le studio. On appelle ça D'accord. des intégrations. Donc, dans nos catalogues ou sur tous les documents que je réalise pour ces 2 entreprises, il y a donc ces 3 types d'images, 3 types de photos. Je réalise pour ces entreprises, c'est ce qui est écrit là, donc des catalogues. Il y a tous les ans un catalogue général, 2020, 2021, 2022, qui permet de donner à des clients un aperçu quasi exhaustif de la collection. Là, ce sont des luminaires. Et puis, pour ce qui est des produits d'Atelier Sodap, ce sont les différentes gammes de produits en plâtre. Ces entreprises, et notamment 10h10, c'était le cas il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, et ça n'avait pas été le cas depuis longtemps à cause de la crise sanitaire. Les produits, et donc ces luminaires, sont montrés à des clients dans le cadre de salons professionnels. Les salons D'accord. professionnels, j'ai évoqué celui de Milan tout à l'heure, qui est le principal, mais il y en a dans tous les pays. Et en France, on a un salon qui est assez important, qui a lieu à Villepinte, donc au nord de Paris, qui regroupe des centaines d'exposants français et étrangers dans le domaine de la décoration, du meuble et du luminaire. Et nous y exposions, donc il y a 15 jours, 3 semaines, le salon s'appelle Maison et Objets. Et évidemment que dans la politique de communication globale de l'entreprise, j'ai parlé des produits, j'ai parlé des photos, donc des catalogues et du site internet, mais il y a également, dans le cadre des salons, le stand, c'est-à-dire qu'on présente des produits dans un espace qui est construit. Et j'ai plaisir
à réaliser les stands de façon à correctement montrer les produits pour que les visiteurs les découvrent avec facilité. Et il y a un détail nouveau depuis l'avènement de cet objet-là, c'est que nous sommes tous des journalistes et des photographes en puissance, C'est vrai. et que les clients ou simplement des visiteurs que l'on ne croise même pas ou juste du regard sont parfois les meilleurs ambassadeurs de la marque par le relais qu'ils font des photos réalisées en passant sur le stand. Et donc les stands ont un peu évolué depuis quelques années puisqu'il est absolument indispensable de faciliter le travail justement de ces Instagrammeurs ou ambassadeurs photographes et de faire en sorte que les cadrages qu'on leur propose des produits soient valorisants pour nos produits et les incitent à photographier. Ah, donc tu réfléchis différemment le stand en fonction, des besoins et du coup, là, le besoin, ça sera, que les personnes puissent prendre de belles photos pour vos objets. C'est un des objectifs, oui. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est un nouveau métier au final. Ben, non, c'est le même, mais et il se trouve que cette organisation et cette présentation qui doit être finalement plus favorable à des cadrages pour les produits permet aussi aux clients de passage sur le stand de mieux comprendre les différentes collections. Donc c'est vertueux. C'est une nécessité du fait qu'on a de plus en plus de photographes. Mais tu sais, à une époque, sur les salons professionnels, certaines entreprises, mais il y a 10 ou 15 ans, affichaient un petit panonceau photo interdite. C'est vrai. Alors que Alors, au final, c'était bénéfique. c'est impossible. Et on s'aperçoit que c'est bénéfique, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon activité. C'est un travail qui consiste à raconter des histoires et des histoires d'entreprise. C'est quelle est l'image de l'entreprise à travers ses produits. Est-ce que, par exemple, 10h10, c'est une entreprise qui fait que des luminaires et des luminaires haut de gamme, relativement sophistiqués et créatifs. On peut peut-être passer au troisième point, si tu veux bien. Oui. Tout à fait. Alors, le troisième point, ça va peut-être me ramener à mes études. J'ai fait des études d'architecture intérieure. Et donc, quand je suis sorti de l'école des beaux-arts de Dijon, je suis sorti avec un diplôme d'architecte d'intérieur. J'ai pratiqué ce métier en tant qu'assistant pendant 2 ans. Et ensuite, après avoir créé mon entreprise, il nous est arrivé avec mes associés à l'époque de faire quelques projets. Et puis, je me suis aperçu que ce n'était pas le métier qui m'amusait le plus. Parce que, comment dire, c'est une question de... Je parlais de temporalité. Quand je dessine un objet, et je reviens au point 1, il peut se passer entre 6 mois et 1 an et demi entre mon premier dessin et le produit finalisé, présenté sur un salon professionnel ou dans un magasin. Et entre le moment où j'ai dessiné et le moment où il arrive dans un magasin, avec mes principaux clients, je ne touche pas 1 centime d'argent. Et je suis rémunéré ensuite par un pourcentage sous forme de droits d'auteur qui varie entre 3 et 5% sur les ventes du produit. Et ensuite, si le produit fonctionne, c'est une rente. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres, je reçois sans rien faire. Je pourrais être à Bora Bora, à me la couler douce, et je reçois ces sommes d'argent sous la forme de droits d'auteur. Et je me suis habitué à finalement ce rythme-là. J'aime beaucoup l'idée que mon métier n'est pas tout de suite lié à une somme d'argent, qu'il est déconnecté d'une somme d'argent. Évidemment, il est intéressé, hein, mais... Ouais. Il n'y a pas un taux horaire, il n'y a pas quelque chose, on s'intéresse tout de suite à savoir combien par heure, etc. Exactement. C'est totalement déconnecté du temps que je passe et totalement déconnecté de le retour sur investissement est variable d'un produit à un autre, d'un fabricant à un autre. Et j'aime cette idée-là. Alors, je ne pourrais pas vivre que de cette façon-là, quoique à l'heure actuelle, si, mais quand j'ai commencé, non.
Et, D'accord. et donc, il était intéressant pour moi d'être avec les autres pratiques de mon métier que l'on décrit dans d'autres temporalités, même financières. Quand je suis directeur artistique, là, mais les heures que je passe de conseil artistique sont facturées comme des honoraires. Et donc, le fruit de mon travail est directement transformé en salaire. D'accord. Mais c'est une partie secondaire de mon activité à l'heure actuelle. Quand je parle du métier d'architecte d'intérieur, c'est un métier qui est très lié au métier du design. C'est-à-dire que et de plus en plus, et ça va m'amener à amorcer déjà le quatrième point, je suis enseignant dans une école de design, d'architecture intérieure et de communication visuelle qui s'appelle l'École Bleue. D'accord. L'École Bleue est une des meilleures écoles parisiennes et françaises. Pas parce que j'y enseigne, hein, parce que le directeur est un ami et a réussi à mettre en place une machine de guerre extraordinaire pour favoriser l'épanouissement d'étudiants en 5-6 ans. Et les étudiants, pendant ces 5-6 ans d'études, n'ont pas à choisir entre 3 disciplines, mais aucune n'est optionnelle. Elles sont toutes traitées de la même façon. Le design, c'est le point 1. La communication visuelle, c'est le point 2. Et l'architecture intérieure, c'est le point 3. Et à la fin du cursus, ça leur permet, pour la plupart d'entre eux, de rentrer à des postes très intéressants. Alors, souvent, c'est lié à des métiers, à de l'industrie du luxe. Notamment, il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent chez LVMH, chez Hermès, chez Yves Saint Laurent, et qui, à l'intérieur de ces structures, travaillent sur de la communication visuelle, sur de l'architecture intérieure des boutiques et sur le mobilier, le PLV, le merchandising, etc. Et le hasard fait que cette école dans laquelle j'enseigne le design, c'est une école qui pratique la triple formation qui correspond aux 3 métiers, aux facettes de mon métier. Tu es pile à ta place. J'essaye d'être bien. Et donc, tu enseignes quelle matière, du coup? Tu enseignes tout ça? J'enseigne que le design. D'accord. J'ai pris l'habitude de dire que j'enseigne à la fois l'enthousiasme et le design. C'est beau. J'essaye pour une raison simple, c'est que j'ai 2 classes de design à l'École Bleue. Chaque classe, c'est entre 25 et 30 étudiants. Je les ai pendant toute une journée, donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, donc c'est intense, c'est physique. Et j'ai des étudiants généralement de première année. Des étudiants qui ont une petite idée souvent préconçue de ce que peut être le design. Et donc, je cherche à leur transmettre le plaisir de ce métier et leur transmettre un peu de mon enthousiasme, de ma passion, pour qu'ils aient envie de poursuivre, sachant que dans la plupart des cas, les étudiants qui rentrent dans cette école ont davantage l'ambition d'être des architectes d'intérieur que des designers, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un métier qui est plus connu que le métier de designer, d'une part, et d'autre part aussi pour des raisons, on va dire, économiques. Je te décrivais tout à l'heure le fonctionnement d'un designer. Je vis vraiment de manière agréable de mes droits d'auteur à l'heure actuelle, et c'est donc une partie de mes revenus, mais il faut des années et des produits à succès pour que cette rente s'installe. Et donc, En sortant d'école, en sortant d'école, ce n'est pas le cas, donc il faut trouver un travail qui est non seulement un travail lié à ses études, un travail lié à sa passion, mais également alimentaire. Très bien. Eh bien, écoute, là, en tout cas, l'enthousiasme et la passion, tu nous le transmets et ça fait plaisir. Et on va aller à la slide d'après parce que le temps file et on va Ah oui. voir quelques photos justement d'illustrations de ce que tu as pu nous expliquer. Alors, un petit panel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit là? Alors, je vais être vraiment très conformiste. Je commence en haut à gauche, comme si je lisais. En haut à gauche, c'est une photo que j'ai faite, c'est chez moi. C'est là où je suis à l'heure actuelle. D'accord. Il y a au sol un tapis que j'ai dessiné il y a très longtemps, qui s'appelle Ici habite le bonheur. Si ceux qui nous écoutent font Fabrice Berux sur Internet, ils découvriront que j'ai un site.
Et ça les On va le amusera mettre de dans le voir. chat. On va mettre ton site dans le chat. Oui, Comme ça, si vous voulez aller ça les voir. amusera peut-être de voir quel est le motif du tapis sur lequel je suis à l'heure actuelle. Et D'accord. Ah, il est encore là, du coup. Ah oui, Il est là. oui, il est constitué de 4 morceaux et il est un peu provocateur. Il s'appelle Ici habite le bonheur. Vous le verrez sur le site. Et il D'accord. y a sur cette image 3 produits. Un produit de Philippe Starck, parce que Philippe Starck est le designer qui incarne la profession. C'est très rare d'avoir une personne qui, aux yeux du monde entier, incarne le métier. De la même façon qu'à une époque, alors c'est pas du tout le même siècle ni la même génération, mais on peut dire qu'à une époque, Pablo Picasso, incarnait le métier ou le statut d'artiste moderne. Hein. Ben, aujourd'hui et depuis des décennies, on a un Français qui s'appelle Philippe Starck, qui est reconnu dans le monde entier pour ce qu'il a fait, que ce soit des espaces, des yachts ou des hôtels et des restaurants, et qui incarne le métier. Et moi, j'adore admirer le travail des autres et je collectionne ce que font les autres. J'aime bien avoir autour de la table sur laquelle je travaille, il y a 8 chaises différentes qui sont 8 chaises de designers. Alors que tu es seul. Là, je suis seul, oui. Mais je sais travailler en groupe aussi. Et c'est mieux qu'ils soient assis autour de moi que debout. C'est les accueillir. Oui, j'espère. Et là, sur cette image, donc, il y a ce petit objet en plastique de Philippe Starck. Et puis, il y a 2 produits que j'ai dessinés. Et un qui est un fauteuil qui s'appelle Mayflower et qui ressemble à une petite fleur que j'ai dessiné pour Roche-Beaubois. C'est le premier meuble que j'ai dessiné pour la société Roche-Beaubois. Et puis, à côté, il y a un lampadaire qui s'appelle Iris. C'est un anneau lumineux, un peu comme un œil, ou plus exactement un soleil. C'est un soleil d'intérieur. C'est un éclairage qui est très puissant, qui permet d'éclairer toute une pièce, mais avec un variateur d'intensité, permet d'accompagner les soirées avec une ambiance et une lumière plus tamisée. Ce luminaire est fabriqué donc à 40 km au sud de Nantes, dans les ateliers de 10h10. Je l'ai conçu il y a 4-5 ans. C'est le best-seller de l'entreprise à l'heure actuelle. Et il a un succès qui est vraiment très important, qui permet à une vingtaine de personnes de fabriquer en permanence ces produits-là qui sont livrés dans le monde entier. Alors, juste des petites fiertés. Ce produit-là a été, il y a 1 an ou 2, commandé par Brigitte et Emmanuel Macron pour la Lanterne, qui est la résidence, devenue résidence des présidents de la République dans le château de Versailles. J'étais très flatté quand un jour j'ai appris par Roche-Beaubois, qui revend aussi ce produit-là, que la reine d'Espagne avait commandé ce produit-là pour une de ses maisons. Alors qu'elle a vraiment la possibilité d'être éclairée par tous les luminaires qu'elle veut, ça va flatter. Donc ça, c'est Iris. Ensuite, sur la deuxième image, c'est un porte-manteau. Tout à l'heure, je disais, un objet, c'est d'abord un effet waouh. J'espère que quand on le voit, on se dit waouh, il est bizarre cet objet. C'est une forme. Et puis après, dans la seconde qui suit, on se pose la question de son usage. Effectivement, c'est un petit arbre bizarre, surmonté de formes arrondies. Il s'appelle anémone et il permet de venir poser des vêtements, des chapeaux. C'est un porte-manteau. Ce produit-là a été retenu récemment. Un organisme français qui s'appelle le VIA, Valorisation de l'industrie de l'ameublement, a décerné il y a 2 mois un prix des 100 meilleurs designers, architectes d'intérieur, décorateurs, scénographes français. Qui travaillent en France, puisque il y avait de toutes les nationalités, mais essentiellement, effectivement, des Français. Et les 100 personnes retenues ont été retenues sur un projet, et moi, j'ai été retenu sur ce porte-manteau
fabriqué par la société italienne Bonaldo. Et j'ai eu le plaisir, alors j'en reviens encore à l'Élysée, le prix nous a été remis à l'Élysée par Brigitte et Emmanuel Macron. Félicitations. Et donc j'étais fier parce que c'est pas tous les jours qu'on est invité et célébré. J'étais fier aussi de cette reconnaissance de la profession que ça s'organise et ça s'orchestre autour d'une collaboration vraiment très fructueuse avec cette entreprise italienne. Sur la droite, c'est une vue drone, donc aérienne, d'une collection qui s'appelle Hive, qui a été dessinée pour la société Ego Paris. Donc c'est du mobilier extérieur. C'est une forme hexagonale. On voit des poufs, on voit des fauteuils individuels ou des canapés 2 ou 3 places et des petites tables. C'est une collection qui permet de composer un salon extérieur. Et la particularité de cette photo, c'est qu'elle montre les différentes compositions possibles. On comprend bien que cette géométrie est faite pour la juxtaposition à la manière d'une ruche. Et le tissu qui a été choisi, c'est un tissu Missoni, qui est une marque très célèbre italienne qui fabrique des tissus très colorés. Et ce motif en zigzag vient un peu perturber la géométrie un peu figée de l'hexagone. Ensuite, sur la gauche en bas, c'est le premier petit dessin que j'ai fait d'un fauteuil un peu surdimensionné qui est sorti l'année dernière pour la société Bonaldo en Italie, qui s'appelle Colibri. Et le premier dessin, c'est un mélange de fausses bonnes idées, de couleurs, de graphismes, d'inspiration. Et donc tout commence, à chaque objet, tu commences par faire un dessin à la main, ou plusieurs, j'imagine. À chaque fois, tu fais des croquis, tu fais des croquis à la main et tu te dis peut-être que ça va te donner des idées. Comment tu travailles sur Exactement. Alors, là, si c'est visible, je peux montrer. Je ne sais pas très bien dessiner, mais j'aime dessiner. Et j'aime dessiner avec de la couleur, j'aime quand c'est varié. Là, sur ce dessin, il y a 2 objets qui ont été transformés. Ici, c'est un détail d'une bibliothèque qui est en ce moment présentée au Congrès Roche-Beaubois. Je ne peux pas vous la montrer, mais c'est un détail. Pour l'instant, c'est encore secret. Et ça, c'est le premier dessin. Il y en a eu d'autres plus loin dans le carnet, d'un petit siège qui s'appelle Neuilly et qui est un petit siège pour aller autour d'une table de repas, qui ensuite a donné lieu à d'autres dessins. Et là, je vais pouvoir vous montrer, a donné lieu à une petite maquette, ici, qui est une maquette à impression 3D. D'accord. Donc, en miniature, comme ça, tu as une idée un peu de la forme dans ta main, quoi. Tu peux la voir. Oui, parce que ce qui est intéressant dans tous les objets, c'est de tourner autour. Tu sais, notamment une chaise, on la découpe d'abord de dos, et puis après, on la contourne pour pouvoir s'asseoir, et puis on l'essaye. Et donc, il y a un vrai plaisir à découvrir les 360 degrés, toutes les facettes de l'esthétique. Et en dessin, surtout comme moi, je ne sais pas très bien dessiner, j'ai du mal à faire les 360 vues. C'est sûr, ça sera un peu long. C'est simple de faire évoluer le projet en 3D, donc avec des logiciels 3D qui permettent ensuite d'imprimer à différentes échelles l'objet pour le visualiser et se rendre compte des différentes proportions. Et cette chaise-là, je parlais d'un rendez-vous lundi dernier chez Bonaldo, j'ai découvert le prototype maquette, donc échelle 1, sur lequel j'ai pu poser mes fesses délicatement, parce que c'était pas encore très solide, pour me rendre compte des proportions, des formes, des détails. Donc, justement, j'ai une petite question dans le chat qui est en lien avec ça. C'est Camille du collège Rodin qui nous demande on se sent comment la première fois qu'on découvre son œuvre en vrai? C'est un peu ce que tu nous décris là. Tu t'es assis sur ta chaise. C'est Noël. C'est Noël. Tu sais, je vais vous décrire une journée de rêve. Alors, je vais commencer comme ça. J'enseigne à l'école bleue et le premier cours que je fais à l'école bleue, quand j'arrive dans la salle, je me présente rapidement et je leur dis que je suis designer et pas professeur. Mon second ou mon troisième métier, c'est d'être professeur, mais je tire ma légitimité de mon métier.
Et c'est uniquement parce que au quotidien, je fais mon métier, je pense, à un bon niveau, que j'essaye de transmettre 2, 3 choses que je sais de mon métier aux étudiants. Et je leur dis qu'il y a une chose que je n'aime pas dans le métier de professeur, et c'est la première fois que je suis arrivé dans une salle de classe, on m'a donné un classeur à l'époque pour faire l'appel, et je me dis, ben non, ça, franchement, là, je deviens un prof, je vais égrener la liste de tous les élèves et ça ne va pas m'amuser. Donc, dans les 10-20 mètres qui me séparaient de l'accueil de la salle de classe, je me suis dit, cette contrainte-là, il faut que je la retourne. Il faut que ça devienne un jeu. Si toutes les journées de cours commencent par cette contrainte, je ne vais pas y aller. J'irai un jour à reculons. Et j'ai transformé ce moment d'appel en un moment de plaisir. J'ai transformé la contrainte en un plaisir. C'est une leçon de designer, ça. La contrainte en un plaisir, en une saveur. Et je fais l'appel, ni oui, ni non, ni présent, ni absent. Je fais l'appel. À chaque fois, j'invente une nouvelle question et à l'appel de leur prénom, ils répondent à cette question. Et le premier appel pour les déstabiliser, c'est l'appel cri d'animal. À l'appel de leur prénom, ils répondent par un cri d'animal. Je peux te dire que ça crée des liens. J'imagine. Et tout au long de l'année, j'invente des appels différents. Et cette semaine, l'appel, c'était le plus beau jour de votre vie. Et donc, à l'appel de Charlotte, elle m'a raconté très rapidement le plus beau jour de sa vie. Comme on se voit 6 heures, l'appel dure 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est parfait pour créer du lien, pour souder la classe, pour mieux comprendre la personnalité de chacun. Et donc, je réponds à la question, c'est Camille, je crois, le plus beau jour de ma vie, la question m'a été retournée, puisque avec mes étudiants, j'impose la réciprocité. Quand je leur pose une question, ils ont le droit de me la poser, évidemment, comme le tutoiement. Et ils m'ont posé la question. Et je leur ai dit, évidemment, il y en a plein, mais la dernière en date, c'était lundi. Je me suis réveillé le matin, très tôt, genre 4h30 du matin. J'étais à 8h environ à Venise, à l'aéroport de Venise. Le chauffeur de Bonaldo, de l'usine, est venu me chercher. Il y a eu 3/4 d'heure de voyage. J'adore ce chauffeur, il est ultra complice. Et à l'arrivée, c'est Alberto Bonaldo qui m'a accueilli. Pour vous expliquer, il y a le siège social qui est dans un très beau bâtiment, et il y a derrière 3 bâtiments, un pour fabriquer des lits, un pour fabriquer des canapés, un pour fabriquer des tables et des chaises. Et un peu plus loin dans la nature, il y a un showroom de 6000 mètres carrés, on dirait un repère de James Bond, tellement l'architecture est merveilleuse. Et Alberto m'a accueilli, cappuccino d'abord, et ensuite on est allé dans l'usine, il y a un espace qu'il a appelé la Fabrice Room, et donc dans cette Fabrice Room, il y avait une dizaine de prototypes, maquettes, et on a passé 4 à 5 heures avec les responsables du bureau d'études. Il y a un écho. Vous avez l'écho aussi, vous? Non. Alors, ok. Ça a l'air d'aller. Et tous les produits l'un après l'autre ont été examinés, et sur chaque produit, je me suis prononcé sur le confort, l'esthétique, la structure, les dimensions. Et à la fin de la séance, c'était vraiment Noël. C'est un truc incroyable. Il faut imaginer, comme le suggérait un peu Camille par sa question, c'est le petit dessin là, de la chaise Neuilly que j'ai montré, qui tout d'un coup devient une petite maquette, impression 3D. Là, c'était échelle 1, et j'ai pu m'asseoir dessus, vérifier son confort et modifier les 2-3 petites maladresses de mon dessin, de proportion, d'ergonomie. Et c'est magique. Et ça pour environ 10 produits. Eh bien alors, le jour magique. Et du coup, tu as eu le jour magique de chaque élève ce jour-là? Oui. D'accord. Et c'était intéressant? Il y a beaucoup de naissances. Tu sais, tu t'aperçois en fait qu'il y a des naissances, et étonnamment. Alors, je livre un secret. La première qui a répondu, elle nous a tous émus quasiment aux larmes, parce qu'elle a dit que son plus beau jour, c'était le jour où son grand-père était mort. Parce qu'elle avait partagé un moment d'intensité incroyable et d'affection et de lien incroyable avec son grand-père à l'instant où il est parti. Ça ne s'improvise pas, ça. D'accord, tu ne peux pas le prévoir. En général, ce sont des naissances.
Tu pouvais pas le prévoir. Non. On nous demande dans le chat, j'aimerais connaître son parcours. Et ben justement, on y vient. Ton parcours, donc tu as dit tout à l'heure que tu avais fait les beaux-arts, c'est ça? Oui, alors, je, je vais raconter une histoire qui peut-être va parler à ces futurs étudiants de design. Euh, Jusqu'en, allez, au milieu de l'année de ma terminale, à l'époque c'était une terminale qui était scientifique, c'était la meilleure terminale de l'établissement, c'était maths, physique, allemand première langue, voilà, c'était ça. Mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mon père avait fait HEC, je ne voulais pas faire d'études de commerce. Je n'avais pas véritablement de vocation, si ce n'est que je n'étais pas assez bon footballeur pour être footballeur. J'étais pas assez bon joueur de tennis pour être tennisman professionnel et j'étais pas assez bon skieur pour en faire mon métier, alors que j'aimais ces trois disciplines. Mais j'avais, au cours des années qui avaient précédé ma terminale, commencé à m'intéresser un peu à la mode. Je dessinais des vêtements et j'allais au lycée avec des vêtements que j'avais moi-même fabriqués. Et donc, je m'étais intéressé un peu à l'architecture du vêtement. C'était déjà, ce qui m'intéressait, c'était la géométrie, c'était les coutures. J'avais une machine à coudre chez moi. Mais, on va dire, avril-mai mon année de terminale, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et c'était le grand désespoir de mes parents. Un mercredi, Guillaume, mon meilleur copain, me dit je suis désolé, mais le tennis de cet après-midi, c'est pas possible parce que j'ai mieux à faire. Il faisait beau, je lui en ai voulu. Mais je lui demandais ce qu'il allait faire. Il m'a dit je vais déposer mon dossier d'inscription à l'école des beaux-arts de Dijon. Ah bon? Je ne savais même pas qu'il y avait une école des beaux-arts à Dijon. Pourtant, ma mère avait une galerie d'art contemporain à l'époque à Dijon, la seule, qui était à 200 mètres de l'école. Mais je ne savais pas. J'accompagne Guillaume et puis je trouve que c'est cool. Ça a l'air d'être pas mal. Et je prends un dossier. Évidemment, j'en parle à mes parents qui trouvent ça pas mal, qui me disent, qui sont enfin rassurés de savoir qu'il y a une passion. Je renvoie le dossier d'inscription et le concours à l'époque, c'était sur 2-3 jours. Il y avait des épreuves, culture générale, maths, physique, dessin, etc. Je laisse passer et puis alors, ça va peut-être faire sourire les gens qui écoutent, mais c'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable et il y avait des téléphones fixes. J'étais seul à la maison et le téléphone sonne. Un monsieur dont je ne connais pas la voix demande à parler à ma mère. Et je dis que ma mère n'est pas là, mais je suis prêt à prendre un message. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. Et le monsieur dit ben, oui, mais peut-être que vous êtes Fabrice Berux. Je dis ben oui, c'est moi. Et il se présente je suis monsieur Drin, le directeur de l'école des beaux-arts de Dijon. Je tenais à féliciter votre mère parce que vous êtes reçu premier au concours d'entrée de l'école. Tu imagines, j'en ai encore de l'émotion à raconter cette histoire, à quel point ensuite l'école des beaux-arts m'a été familière dans tous les sens du terme. Que l'annonce de mon succès au concours d'entrée se fasse par le directeur. J'ai passé ensuite 4 années, je peux te dire, avec sous le contrôle et l'exigence d'un directeur théâtral très exigeant. Il a assisté à toutes mes présentations, tous mes rendus, et à chaque fois qu'il sentait moins d'intensité, c'était je recevais de sa part les critiques les plus vives. Mais ça t'a poussé, du coup. Et je pense que pendant ces 4 années, j'ai bossé, mais de manière excessive. Encore aujourd'hui, j'ai des souvenirs de nuits blanches avec des pistes, des dessins, des idées qui me permettent encore aujourd'hui d'inventer des choses. Il y a un certain nombre de germes de cette époque-là. Durant cette période-là, et j'ai, avec 2 autres copains, été particulièrement, je dirais, assidu et passionné. Avec Pascal Auriol et Bruno Moretti, on a été les 3 pim-pam-poum de cette promotion à l'École des Beaux-Arts de Dijon. On travaillait plus que les autres et objectivement, on était meilleurs. Et à 20 ans, si on n'est pas prétentieux ni arrogant, on ne l'est jamais. On l'était. et en sortant de l'école, à l'époque, il y avait un service militaire auquel j'ai réussi à échapper.
et je suis arrivé à Paris comme assistant d'un architecte. J'ai même réussi à négocier avec le directeur de l'école, qui m'aimait bien, grâce au TGV qui reliait Paris à Dijon, le fait que ma dernière année d'école des Beaux-Arts se fasse entre Paris et Dijon. Donc, j'avais un appartement à Paris, je faisais un travail qui me permettait de financer mon loyer comme assistant d'un architecte et j'assistais aux principaux cours dijonnais. Quand j'ai terminé mes études, j'ai été à plein temps comme assistant et ils ont eu besoin de 2 autres collaborateurs et j'ai fait rentrer dans cette agence mes 2 copains d'école, Pascal et ensuite Bruno. On s'est retrouvés dans une agence de 6 personnes, 2 architectes associés, une secrétaire et les fameux pim pam poum, Pascal, Bruno et moi. Pendant un an, on a prolongé notre travail à l'école dans cette agence. On a travaillé avec la même passion, la même intensité, avant de se dire, finalement, on sait faire les choses maintenant. On a appris à l'école, on a eu la confirmation qu'on savait faire au cours de cette année de collaboration comme assistant d'architecte. On va créer notre propre société. Et on est parti de cette agence pour créer une structure qui s'est d'abord appelée 18 août et ensuite 10h10. Et pour parler du 3e poste, Fabrice Bergy Design, c'est mon activité actuelle. J'ai pendant des années une société qui s'est d'abord appelée 18 août et ensuite 10h10, qui me permettait de concevoir des produits, de les fabriquer et de les commercialiser. C'est-à-dire que mon temps était partagé entre ces 3 activités-là. Et depuis maintenant 20 ans, depuis que j'ai revendu 10h10, je suis occupé à temps plein à ne faire que le premier de ces 3 métiers. Je conçois des produits, je les dessine pour des entreprises que j'ai évoquées tout à l'heure, et ce sont elles qui les fabriquent et les commercialisent à ma place. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair, mais quel parcours en fait. Du coup, tu as tes multicasquettes, tu as eu multiples expériences, tu as été créateur d'entreprise. On a l'impression que tu as 1000 vies et tu as 1000 histoires aussi à nous raconter. Je vois que le temps file. Le temps file, il nous reste quelques minutes. Et en quelques minutes, je vais te laisser conclure ce live en peut-être donnant un conseil aux jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être intéressés par tout ça, par ces métiers du design, de l'art de manière générale. Peut-être un conseil pour eux, peut-être ceux qui ne savent pas trop aussi vers quoi s'orienter, parce qu'il y en a qui ne savent pas trop et qui viennent découvrir ton métier pour savoir si ça peut les intéresser. Voilà, tu as peut-être deux types de personnes, ceux qui sont intéressés par l'art, un petit conseil pour eux, et ceux qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter, peut-être que tu aurais un petit conseil à leur donner. C'est difficile de donner des conseils comme ça dans le vide. Hein. C'est plus facile de répondre à une demande particulière. Mais c'est sûr. Le conseil que je peux donner, qui est lié à mon expérience, c'est suivre ses intuitions. C'est faire ce que l'on pense devoir faire. Ça paraît très simple à dire, ça, mais cette quête d'évidence, elle est indispensable. Je l'ai raconté par cette anecdote, c'est le fruit du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ma mère avait une galerie d'art contemporain, j'étais lié à la création. Mon grand-père, le père de ma mère, m'a initié à l'art en faisant visiter tous les musées parisiens dès l'âge de 6-7 ans. Finalement, je devais accompagner Guillaume ce jour-là pour découvrir. C'était le destin. Et ensuite, je n'ai fait qu'écouter mes intuitions, c'est de trouver que Pascal et Bruno étaient brillants et drôles et que c'était plus amusant de travailler à 3 que tout seul dans un premier temps. Et puis je n'ai fait en permanence qu'écouter mes intuitions et mes désirs. Mon luxe, c'est que je n'ai jamais eu à envoyer un seul CV de ma vie. D'ailleurs, je pense que j'en ai pas. J'ai écrit une sorte de déroulé de mon histoire pour me présenter à des journalistes dans le cadre d'un dossier de presse, mais je n'ai jamais été amené à postuler pour un job. Parce que j'ai toujours
créer mes situations de travail. C'est de la chance, hein, mais c'est aussi une détermination et une acceptation de ces intuitions. J'ai des rêves, je les exprime et je cherche à les réaliser. C'est indispensable d'exprimer ses rêves, ses désirs. Et on ne réalise que les rêves et les désirs qu'on en exprime. Donc c'est indispensable, dans un premier temps, de les formaliser. Bah, bravo pour ce message. J'espère qu'il est passé. J'espère que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, en prennent de la graine. En tout cas, c'est une belle expérience que tu nous as présentée là. C'est une belle leçon aussi par laquelle tu conclus. Merci beaucoup, Fabrice. C'était très, très intéressant. On Merci, aimerait Vincent. parler avec toi des heures. On aimerait t'écouter des heures. Malheureusement, on est limité dans le temps sur un live comme celui-ci, puisque les élèves ont d'autres cours après. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais en tout cas, merci beaucoup Fabrice, c'était très Merci très à intéressant. toi, merci aux professeurs et aux élèves qui ont écouté. J'espère que ça a été suffisamment clair et intelligible. J'ai l'impression que tout le monde est satisfait. Portez-vous Merci à bien. tous, voilà, dans le chat aussi. Je vous dis à bientôt pour un autre live. Et puis Fabrice, ben, que de belles expériences qui t'attendent avec des différents stands que tu peux animer. Voilà, toutes tes activités. Je te souhaite ben, encore plein de bonheur. J'ai l'impression que tu es heureux dans ce que tu fais. Et c'est beau à voir. Ciao, à bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien.